Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. À chaque agression terroriste sioniste contre les Palestiniens, il flotte dans l'air occidental comme un gros nuage, un malaise à couper au couteau. Les gens le ressentent comme ça, sans vraiment savoir pourquoi, ce qu'en sont les causes profondes, sur un conflit, entre guillemets, qui ne les concerne pas vraiment, mais qu'ils ressentent confusément comme décisif sur leur propre vie. En fait, pour beaucoup, le problème est identifié. C'est le rôle joué par les médias et les politiciens, surtout ceux qui sont aux affaires, qui fait tâche. La presse, mine de rien, sans prendre ouvertement fait et cause pour Israël, semble pourtant minimiser les crimes contre l'humanité d'Israël, que celui-ci ne fait que riposter, en même temps qu'elle met le paquet pour imprégner l'opinion publique que les Palestiniens ne sont que des terroristes à travers le Hamas. Elle ne le dit pas explicitement, mais elle le dit à sa manière, en usant de méthodes subliminales. Pour le commun des mortels, l'influence et le poids de la presse occidentale dans les équilibres politiques et sociétaux sont tellement importants qu'elle a été qualifiée de quatrième pouvoir. Pour de nombreuses gens, elle est libre, indépendante, elle informe en toute objectivité, dans un cadre éthique et déontologique irréprochable. Elle est même le plus beau métier dont on peut rêver. C'est la vision bisounours de Monsieur Tout-le-Monde, y compris de moi-même, avant que je ne sois déniaisé, dans les deux sens du terme. C'est un peu comme la démocratie en Occident. Tout le monde croit que les peuples choisissent vraiment leurs représentants, qu'ils les élisent en toute transparence et surtout en toute liberté. L'immense majorité des gens ne sait pas que ce sont des lobbies, des groupes de pression, des forces d'argent qui décident qui sera élu et qui ne le sera pas. À la différence de la Corée du Nord, on ne bourre pas les urnes, on ne trafique pas les listes électorales ni les bulletins de vote. On met juste de l'argent, de la presse et du lobbying dans la martingale. On touille, on fait du brouillard des mots tactiques et c'est le gars choisi à l'avance qui sort, celui qui a pris soin de faire acte public d'allégeance à l'État sioniste. C'est systématique aujourd'hui. Et si aujourd'hui tous les dirigeants occidentaux les plus puissants du monde s'étalent de tout leur lan devant Israël, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent que les éléments de la martingale, justement, l'argent, la presse et le lobbying le plus efficace du monde, est entre les mains du sionisme et du sionisme chrétien depuis quelque temps. Ce n'est pas pour rien qu'un François Hollande pousse aussi loin le bouchon du zèle pro-sioniste, qu'Obama met une sourdine à sa conscience et que tous les politiques qui visent une élection nationale ne bougent pas une oreille lorsqu'ils n'y poussent pas carrément la chansonnette Evoenu Shalom Alichan pour bien se faire remarquer des faiseurs de rois qui sont en même temps les meilleurs déglingueurs de rois. Avis aux amateurs donc, tout le monde est averti. Et donc, pour en revenir à cette histoire de manipulation sur l'information, de l'agression sioniste, et pour tenter
de comprendre ce qu'est une information subliminale, je vais vous raconter une histoire de pub. Il y a quelques décennies, un petit génie publicitaire aux États-Unis avait réussi à lancer une pub sur une marque de dentifrice où l'on voyait une jolie femme se brosser les dents, tout simplement. La pub était tellement bonne qu'elle creva tous les plafonds de vente. Or, un jour, le même petit génie publicitaire proposa à sa direction une autre pub qui devait, lui assura-t-il, doubler les chiffres de la vente. Cela fonctionna exactement comme il l'avait prévu. En fait, voilà ce qu'il avait fait. Il a laissé la même pub, avec la même jolie femme, en train de se brosser les dents avec la même brosse à dents. Mais pour faire consommer le tube de dentifrice 2 fois plus vite, il n'a pas demandé aux gens de se brosser 4 fois par jour. Il a juste apporté un petit changement, à peine perceptible, à la première pub. D'ailleurs, presque personne ne remarqua qu'un détail avait changé dans cette pub. Dans la première version, la jeune femme mettait une seule couche de dentifrice sur sa brosse à dents, avant de se brosser les dents. Dans la seconde, mine de rien, elle en mettait une, puis on rajoutait une couche, tout simplement. Et elle se brossait les dents. La maison qui commercialisait le dentifrice mit le paquet et fit passer la pub plusieurs fois par jour à des moments de grande audience. Il se passa que tous ceux qui regardaient cette pub, se mirent à mettre 2 couches de dentifrice sur leur brosse à dents sans même s'en rendre compte. Et ainsi, ils se mirent à consommer 2 fois plus sans vrai besoin, juste parce qu'ils avaient été la cible d'une publicité subliminale. Le plus intéressant est qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que leur volonté avait été manipulée par un message subliminal d'une facilité déconcertante. C'est exactement comme ça que ça se passe dans l'oppression que subit le peuple palestinien et dans sa couverture médiatique ou politique. D'abord, la presse ne dit pas oppression, mais conflit. Et donc, dans l'esprit des gens, à force d'écouter ce mot, pendant des années, pendant des décennies, c'est une guerre donc entre 2 parties. Et si cette guerre a duré si longtemps, c'est que les 2 parties se valent en termes de rapport de force. Et c'est avec ces méthodes, déclinées à l'infini, que le problème est traité, pour faire ingurgiter aux opinions publiques des informations erronées dans leur fondement, dans leur essence, même si leur côté factuel n'est pas manipulé. Par exemple, la presse ne ment pas sur le chiffre des morts, mais sur la façon avec laquelle ils ont été exterminés. Les mots extermination, par exemple, épuration ethnique, génocide, carnage massif ne sont jamais utilisés. Tout à fait exclus, rédhibitoires, alors qu'ils sont tout à fait indiqués à la circonstance et qu'ils reflètent les véritables objectifs du sionisme. D'ailleurs, il n'y a qu'à méditer sur l'actuelle carte de la Palestine, de ce qu'elle fut, et à quoi elle a été réduite aujourd'hui pour saisir la vérité toute crue. C'est donc dans ce traitement, dans le choix des mots, dans les angles d'attaque, dans le choix des images, que les experts en com usent de la même méthode que celle du dentifrice. Quand les télés montrent la réaction des familles de victimes palestiniennes, par exemple, après un massacre, elles nous montrent généralement des gens qui vocifèrent, qui crient « Takbir !», qui tirent des rafales de Kalachnikov en l'air, et des femmes qui poussent des youyous de louve à la lune. On nous montre des mamans qui se battent la coulpe en jurant qu'elles vont envoyer leurs autres enfants au casse-pipe et qu'elles sont fières que leur fils soit tombé en martyr. Alors, le brave Nicolas, du fin fond de son sofa, médusé par ces images très dures, et la douce Mathilde, la bouche ouverte de stupéfaction, regardent tous les deux ces images et, sans se rendre compte, comme le gars qui double sa dose de dentifrice, sans se rendre compte, le brave Nicolas et la douce Mathilde ressentent
au plus profond de leur être social que ces Palestiniens ne leur ressemblent pas, qu'ils sont très différents et même inquiétants. Par contre, quand des images de télé montrent des familles israéliennes pleurant un soldat tué, nous ne voyons que gens dignes dont la douleur est profonde autant qu'elle est sobre, des gens émouvants de dignité qui pleurent en silence, qui se donnent de longues accolades, qui s'essuient les yeux avec des jolis mouchoirs tout blancs, avec le papy, la mamie et le patriarche, enfant de scène. Le brave Nicolas et la douce Mathilde, sans se rendre compte, comme le gars qui double sa dose de dentifrice, se mettent à ressentir de l'empathie, puis de la sympathie pour ces familles israéliennes. Ils ont le sentiment qu'ils leur sont proches, qu'ils leur ressemblent, et même qu'ils sont des leurs. Pourtant, dans les familles israéliennes aussi, il y a des gens hystériques qui s'arrachent la barbe, des Lubavitch qui hurlent à la mort, qui tendent le poing, qui piaillent et vocifèrent en menaçant d'exterminer l'engeance arabe jusqu'au dernier rat. Mais ces images, vous ne les verrez pas à la télé, je vous en donne ma parole. De la même manière que vous ne verrez pas des familles palestiniennes pleurer dans la dignité et la retenue, vivre leur deuil sans postillonner des rafales. Et ces gens-là sont pourtant la majorité. C'est comme ça que les Palestiniens pleurent leur mort. C'est comme ça qu'ils éprouvent leur douleur. Mais c'est comme ça que ça se passe chez les médias occidentaux. Il y a une distribution des rôles qu'on fait jouer aux uns et aux autres. C'est comme ça que des spécialistes en com injectent leur message subliminal aux foules hébétées qui ne savent même pas comment elles ont été amenées à considérer l'épuration ethnique des Palestiniens comme un simple conflit, ni comment elles se sentent plus proches des bourreaux que des victimes, ni même comment elles ont été formatées pour penser que le Hamas est un ramassis de dangereux terroristes, tandis que Tsahal est une armée admirable qui vit une épopée désormais légendaire. Il est temps de se réveiller, les gars. La liberté de la presse et la démocratie sont de jolis mots érigés en trompe-l'œil. Derrière la façade, ce n'est pas très joli. En l'occurrence, c'est même un cas de tromperie sur la marchandise. Aujourd'hui, question critique. Comment tuer les goïms et influencer les gens? Par Max Blumenthal. Le grand soir. En choisissant les bons mots pour le dire, la guerre est beaucoup plus acceptable. Par Jacques-Marie Bourget. Enfin, nous verrons des extraits d'une émission de France 24, Proche-Orient, comment contrer la spirale de violence. Avec nous aujourd'hui, deux jeunes femmes, Nabila Kilani, une Palestinienne de Gaza, et Wassila Ballatrache, une Algérienne de Constantine, membre fondateur de Raft. Mais commençons par regarder ensemble ces extraits de l'émission de France 24. Par ailleurs, les autorités françaises ont interdit une manifestation pro-palestinienne à Paris ce samedi, mais également une manifestation de la Ligue de la défense juive qui était prévue ce dimanche. Alors, est-ce une erreur que d'interdire ces deux manifestations? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Gilles William Goldanel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de France-Israël et d'Avocats sans frontières. Charles Saint-Pro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. Gilles William Goldanel, est-ce que vous soutenez cette opération israélienne? Alors, complètement. Je la soutiens, je ne suis pas le seul à la soutenir. Même dans les chancelleries européennes et occidentales, on comprend parfaitement qu'un État démocratique, comme l'État d'Israël, a non seulement le droit, mais le devoir de défendre ses concitoyens lorsqu'ils sont agressés impunément jusqu'alors par une organisation islamiste classée terroriste par l'Europe comme par les États-Unis, antisémite, homophobe, j'en passe et des meilleurs. Donc, porter la responsabilité de manière un petit peu pavlovienne sur l'État juif lorsqu'il exerce sa légitime défense, je pense que c'est un procédé un peu éculé.
Mort. Vanessa Burgraff, méfions-nous des chiffres lancés à l'emporte-pièce. Je me souviens qu'il y avait un rapport de M. Goldstone à l'ONU qui a commencé à expliquer, lors de la dernière opération Plomb durci, que la faute était israélienne. Puis 2 ans après, dans les colonnes du New York Times, il a fait amende honorable en expliquant que s'il devait refaire son rapport, eh bien, il dirait que c'est le Hamas qui était terroriste, c'est le Hamas qui a utilisé des boucliers humains et qu'Israël, au contraire, a fait tout, autant que faire se peut, pour éliminer le plus possible les victimes collatérales. Donc vous pensez, ce que vous me dites, Gilles William Golnadel, Oui. ce soir, c'est que sur les 280 Palestiniens, plus de 280 Oui. Palestiniens qui ont été tués, Oui. la majorité, ce sont des présumés terroristes. Je ne vais pas me lancer dans les calculs de notaire. Oui, mais c'est important quand même de... Non, Vanessa Burgraff, vous m'entraînerez... C'est pas de faire un calcul de notaire, mais c'est important quand même si vous savez... Enfin, je vous pose la question. Je vous le dis, par exemple, quand vous dites aujourd'hui que sur les 30 Palestiniens, la majorité des civils, c'est faux et archi-faux. Et la bavure israélienne, vous la reconnaissez? Les 4 enfants tués sur une plage de Gaza. Pourquoi voulez-vous que j'ai à la reconnaître, puisque Israël a parfaitement reconnu ça et a lancé une enquête? Mais qui est responsable? Qui est responsable d'utiliser cyniquement des boucliers humains? Qui a refusé, Vanessa Burgraff, le cessez-le-feu? Qui constamment utilise, encore une fois, les civils en disant « je joue gagnant-gagnant ». On a trouvé encore hier, dans les locaux d'une école de l'ONU, des roquettes qui ont été placées par le Hamas. Autrement dit, si on ne bombarde pas l'école, eh bien, on garde des roquettes qu'on peut balancer sur le territoire israélien. Et si on bombarde l'école et que, par malheur, il y a des enfants dedans, eh bien, on rit encore parce qu'on fait tuer ces enfants. Qui est cynique dans cette histoire-là? Par perversion intellectuelle, dans cette histoire-là, à nouveau, de renvoyer dos à dos. Jusqu'à maintenant, et ces dernières années, l'importation, comme vous dites, de manière un tout petit peu, comme ça se dit, de manière un petit peu aseptisée du conflit, ça n'a rien à voir avec prendre des positions. Ça, je comprends parfaitement qu'on puisse prendre des positions. Ça n'est pas pareil quand même que de rentrer dans une école juive, comme à Toulouse, pour tuer des enfants juifs. Monsieur, ça n'a rien à voir avec l'affaire de Gaza. Vous faites un numéro d'avocat, là, vous monsieur. Dites n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Gaza. Vous dites n'importe quoi, mon pauvre monsieur. Monsieur Mera, si je peux aller. Monsieur Mera, vous ne m'empêcherez pas de parler. Monsieur Mera est rentré dans une école juive pour venger les crimes de Gaza. C'est lui-même qui a indiqué cela. Monsieur Nebou, à Bruxelles, a fait exactement de la même manière. Et là, ce sont des islamo-gauchistes qui vont devant des synagogues. Personne ne va les manifester devant des mosquées. Eh oui. Nabila Kilani, merci de nous avoir rejoints encore une fois. Bonjour. Bonjour Nabila. Merci à vous de m'avoir cette émission. Merci, vous êtes chez vous. Alors dites-moi Nabila, comment ressentez-vous ce traitement subversif de la presse occidentale qui en est arrivé à être sous le contrôle presque total du sionisme international? Jamel, je veux commencer juste par dire que juste une petite remarque qu'on a chez les Palestiniens, que Gaza et la Palestine ne se montrent dans les infos du monde qu'un endroit de destruction et de guerre. Alors qu'il n'y a pas déjà le premier rôle pro-israélien qui se joue contre la Palestine, que cet endroit ne se montre que pour la guerre et pour la destruction. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, un rôle qui est négatif au point de vue des Palestiniens en ce qui concerne ce qu'on voit pour les Palestiniens dans les médias européens, c'est le fait de commencer par cette guerre et oublions le passé. Moi, je suis palestinienne, je déclare qu'il y avait un holocauste. Oui, il y en avait. Les Israéliens et les Juifs, pardon, c'est pas les Israéliens, les Juifs. Oui. Les Juifs, oui, ont été massacrés, oui. Mais je sais pas comment ils peuvent, un peuple pareil qui a subi cette souffrance, comment ils peuvent faire vivre cette souffrance à un autre peuple, si c'était vrai. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je dis aussi, en ce qui concerne les images qu'on voit actuellement, en ce qui concerne les pertes israéliennes, en comparaison avec les pertes palestiniennes qui se passent sur le terrain. Jusqu'à présent, si on voit un soldat qui a pris son arme pour tuer des Palestiniens civils, moi j'ai perdu des enfants de mon centre, je ne sais pas si je peux les considérer parce qu'ils ont 7 ans et 13 ans,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ces petits terroristes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a montré les douleurs d'une mère? Et moi, je suis pas leur mère, je suis juste un responsable d'un centre qui fréquentait. Oui. Donc, il fréquentait, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a montré ça? Par contre, s'il y a un soldat qui porte une arme et qui veut tuer, qui est destiné à tuer des civils, elle est là, il y a tout le monde qui en parle, et on a l'impression qu'ils sont en train de leur montrer comme des êtres humains qui sont en train de lamenter l'humanité, alors qu'ils sont là pour tuer l'humanité palestinienne. Et en plus, j'ai remarqué quelque chose qui est trop incroyable pour moi, parce que on a dit qu'il y a une guerre, on a fait de la résistance, oublions ce mot résistance, je veux juste le mettre à part pour un moment. En parlant de l'histoire, si on est attaqué chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pose la question. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a plus forte raison, Nabila, que dans les valeurs occidentales, la résistance, le devoir de résistance est porté au nu. D'ailleurs, ils disent de devoir, pas le droit de résistance. Justement. Israël est en train de se défendre. Et les Palestiniens, est-ce qu'ils nous ont le droit de se défendre ou pas? Disons que c'est vrai. Disons qu'on a commencé. Est-ce qu'on est... Par exemple, moi, il y a ma maison qu'elle était totalement détruite pendant la Première Guerre. Le plan de Turquie. Et en plus, j'ai perdu avant-hier 7 membres de famille, un cousin, sa femme, 7 enfants, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui faisaient rien que... Et en plus, qu'il y avait une coordination avec des familles juives qui les aidaient en Allemagne, qui étaient pauvres et qui les aidaient. Parce qu'on est là, on n'est pas des terroristes, on est des êtres humains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui montre... Pourquoi? Vous savez pourquoi on vous montre... Et on trouve les Palestiniens qui la montrent, qu'ils pleurent et qu'ils crient lorsqu'il y a un mort? Parce qu'on ne crie pas juste la mort. On crie la tyrannie du monde et on crie l'histoire de plus de 72 ans, depuis la Nakba. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui, la guerre? La guerre, c'est suite à quoi? C'est pas toute une histoire. Il faut commencer par quoi? Et l'équidistance qu'on est en train de montrer dans les chaînes européennes et les chaînes étrangères, il faut commencer par là. Mais c'est leur devoir de montrer la réalité. Restez avec nous, Nabila. Restez avec nous, Nabila. On va demander à Wassila son avis sur la question. Wassila, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, c'est Jamel, de me donner à chaque fois l'occasion justement d'exprimer au moins la douleur des Algériens face à cette barbarie sioniste, et aussi de saluer le courage des Palestiniens, spécialement les Rezaouis, et justement de saluer Nabila pour son acharnement pour la défense de sa patrie, de son pays, qui est d'ailleurs le nôtre. Pour ce qui est des médias, si jamais les médias occidentaux n'appartiennent pas aux journalistes, comme vous venez de le dire, c'est des médias financés par des lobbies, donc ils exécutent les ordres qui leur viennent. Par contre, moi, j'aimerais parler justement de la diversité sur Internet. Donc, les gens ont l'occasion justement de vérifier l'information. Ce n'est plus comme avant. Donc, auparavant, l'information passait inaperçue, mais de nos jours, tout le monde essaye d'aller vers un moteur de recherche et de trouver la vérité par lui-même. D'ailleurs, la désinformation n'a fait que pousser l'opinion internationale, l'opinion occidentale, justement, à critiquer ces médias vendus. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos en France qui traitaient les médias de vendeurs et qui exigeaient la vérité. Donc, c'est une chance d'avoir les médias sociaux, c'est une chance d'avoir Internet pour justement vérifier la vérité et voir de nos propres yeux le massacre que perpètre l'État sioniste. Les médias ont toujours utilisé, comme vous venez de le dire, le mot conflit. Quand on parle de conflit, il y a deux parties qui sont pas d'accord sur quelque chose et se battent, et chacun veut avoir le gain de cause. Alors que pour la Palestine, il s'agit d'un territoire occupé, il s'agit d'une violation d'actes inhumains commis par un État que je mets entre guillemets, mais plutôt je dirais par des sionistes qui veulent tous s'accaparer avec justement la bénédiction des pays voisins et même des autres pays, y compris le nôtre d'ailleurs, parce que si on n'arrive pas à dire non à ce qui se passe à Gaza, si on n'arrive pas à renvoyer l'ambassadeur égyptien parti prenante dans la guerre qui se passe aujourd'hui, donc on est complice quelque part. Mais toujours est-il, ma chère Nabila, nous avons eu une guerre aussi terrible que la
la vôtre, ici en Algérie, après 132 ans, nous avons eu notre indépendance. Et l'indépendance, on l'arrache avec autant de morts. Donc il ne faut pas pleurer les morts parce que ces morts-là sont justement demain le fruit de votre liberté. Il faut avoir l'honneur de payer le sang cher pour justement demain être content de cette liberté, tout comme nous, Algériens, nous sommes toujours fiers de cette liberté parce que nous l'avons payée très très cher. Alors donnez plus de sang pour justement avoir cette terre et justement arracher une indépendance. Ça ne vient pas avec les pourparlers ou la position des pays, non. On arrache la liberté qu'avec le sang. Courage. Courage, Nabila et tous les Palestiniens. Nabila, donc, Wassila s'est adressée directement à vous et elle a raison de signaler que maintenant il y a du nouveau, les réseaux sociaux, l'information qui circule. Je sais que vous n'avez pas Internet, c'est coupé chez vous, mais c'est formidable. Moi, j'ai vu des vidéos qui sont reprises, qui sont partagées des dizaines de milliers de fois en l'espace de quelques heures. Il y a une vraie mobilisation, il y a beaucoup de gens qui découvrent la réalité palestinienne. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est étonné et, quand il a vu la carte de la Palestine, comment elle était et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, la Palestine historique. Il n'en est pas revenu, il a dit on n'a jamais su que ça s'était passé comme ça. Et donc, voilà, donc, Wassila vous a justement... et vous-même, que pensez-vous donc de ces réseaux sociaux, de cette nouvelle presse citoyenne? Premièrement, je tiens à remercier Wassila pour ces mots qui encouragent n'importe quel être humain de continuer sa lutte pour la justice. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, à propos des réseaux sociaux qui maintenant a donné une vraie évolution dans la cause palestinienne. Parce qu'au début, c'était le lobby sioniste qui contrôlait tous les médias. Et il y a la coopération entre ce sionisme et les gouvernements surtout même européens et américains. Hein. Et maintenant, on a cette base populaire qu'on peut influencer. Et en plus, j'ai découvert aussi, moi, maintenant on appelle Internet, mais à force, après la Première Guerre, on a commencé à faire un petit réseau, juste en parlant, distribuant l'histoire de la Palestine. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de soutenir la Palestine sans connaître la vraie histoire, je veux dire l'histoire correcte et juste de la cause palestinienne, le début de la cause palestinienne. Oui. Alors là, j'appelle à chaque... Ici, on parle de la souffrance pendant la guerre. Et je aimerais bien que chaque chaîne, loin de réseau, parce que les réseaux, ça reste pas comme une chaîne. J'espère que chaque chaîne peut diffuser toute l'histoire palestinienne correcte. Comme ça, on aura cette vraie base et on sentirait que ce ne sont pas des individus qui sont en train de travailler là-dessous. Justement, je voulais rappeler à ce sujet que le slogan premier du sionisme était, concernant la Palestine, quand il parlait de la Palestine, il disait « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Alors que la Palestine était occupée, était abondamment... travaillée, riche, connue par ses agrumes, par ses produits agricoles, par ses belles villes, Bethléem, Jérusalem. Oui. Si on lit l'histoire palestinienne en 1948, il y a deux versions. Israël, il dit que ce sont les leaders arabes qui ont demandé aux Palestiniens de sortir de chez eux pour qu'ils restent en sécurité jusqu'à qu'ils reviennent chez eux. Ils reviennent chez eux, il y avait chez eux. C'est la version. Il y a un historien juif qui s'appelle Moussé. Moussé, il a dit que les Israéliens sont entrés dans 235 villages en prenant chaque maison palestinienne. Il a commencé à décrire les maisons, comment les oliviers qui entouraient. Il disait que pour les juifs qui sont venus par l'immigration, que c'était le paradis pour eux de vivre dans ces maisons. Et il a dit que le gouvernement israélien à l'époque, ou bien c'était le mouvement sioniste, il a dit que c'était des maisons pour les pauvres. Il y a des gens qui ont quitté leur maison, alors on va les prendre. Ils ont un peu mouché et moussé, les deux, il y en a deux, et vous allez trouver que eux-mêmes, ils déclarent qu'il y avait, et si on lit déjà l'histoire, même les papiers, les documents de mandat britannique,
il n'y avait que 7% juifs dans les terres palestiniennes, sur les terres palestiniennes. Oui. Et en plus, c'était 7%, or que tout le reste, ils étaient, la totalité, c'était des musulmans. Et en plus, on peut lire beaucoup de documents sur la richesse et l'importance de cet endroit pour le monde britannique, tellement il avait je veux dire, une position stratégique, religieuse très importante. Il y avait une vie, et les Israéliens sont venus, les sionistes sont venus pour tuer la vie palestinienne. C'était depuis là qu'on a commencé la souffrance. C'est pour ça, si on regarde quelqu'un qui a perdu un Israélien, si on montre un Israélien qui a perdu un soldat qui est destiné à tuer, on voit des larmes bien civilisées. Parce que c'est quelqu'un qui est venu de n'importe où, qui a pris une maison palestinienne, il a tout trouvé, il a perdu un homme. Par contre, le Palestinien, lorsqu'il perd quelqu'un, il perd un espoir de retourner chez lui. Il perd un espoir de continuer sa lutte. Il se souvient de chaque maison qui était, de chaque olivier, de nos terres, de la diaspora. Il se souvient de tout le monde, de toute l'histoire palestinienne. Voilà, c'est pour ça qu'on voit une différence. Mais l'essentiel, c'est comment on montre les deux peuples dans les médias. C'est ça. C'est ça le problème. Nabila Kilani, merci. Merci pour ces mots émouvants. En espérant vous revoir bientôt sur El Magharibiya. Et transmettez toute notre sympathie à toute votre famille, à tous vos voisins. Et dites-leur qu'El Magharibiya est à leur côté. Merci beaucoup, au revoir. Wassila Ballatarch, un dernier mot. Le dernier mot, c'est de dire courage aux Palestiniens. Il y a un problème avec le téléphone, on ne vous entend plus. Hein, Allô? On vous entend mieux. Vous avez 30 secondes, hein, il vous reste 30 secondes pour dire ce que vous avez à dire. Juste pour dire aux Palestiniens, unissez-vous. L'union fait la force. Unissez-vous contre vos ennemis. Nous prions pour vous. Nous sommes à Laylatul Qadr. Nous pouvons que dire Allah yansarkum, Allah yansarkum, Allah yansarkum. Voici la Ballatarch, que dire après ça? Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Fillaoun, Sahaf Torkum.